Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à vous tous, mais bonsoir également à ceux qui ne sont pas dans notre même sphère horaire. Je voudrais d'abord vous exprimer tout le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous l'avant-dernière session de cette formation, de ce séminaire qui, comme vous le savez, est focalisé sur la rédaction des business plans, mais également l'appréciation des business plans par les banques de développement. Ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir cheminé avec vous pendant ces 3 semaines. Cette session est l'avant-dernière session de notre séminaire et il ne nous reste plus qu'une seule thématique à développer par la grâce de Dieu le mercredi prochain. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer une partie décisive de l'évaluation financière et économique prévisionnelle du projet. Et cette partie-là doit consacrer la rentabilité ou pas de l'opération. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette partie rentabilité est une partie dont l'objectif est de démontrer à la banque que votre projet va apporter en plus à vos actionnaires, en plus également à vous-même en tant que promoteur, peut-être directeur général, en tout cas décideur qui avait décidé de porter ce projet à l'attention de la banque pour le financement, mais également que ce projet va apporter en plus à la collectivité nationale. Le premier élément en général que les bailleurs de fonds regardent dans le cadre de cette partie, c'est d'abord et avant tout de cerner ce qu'on appelle le coût détaillé du projet. Maintenant, on rentre dans une phase d'analyse financière, donc on va beaucoup parler de finances, on va beaucoup parler de milliards, on va beaucoup parler également de prévisions, également on va beaucoup parler de taux, parce que tout ce qu'on a vu en amont, le marché, la situation financière, la situation juridique du projet, le projet en lui-même, l'organisation et la gestion, c'est tout ça qui nous permet maintenant, avec ces différents rudiments, de remplir maintenant cette partie consacrée à l'analyse financière. Donc je disais que la première partie, c'est le coût détaillé. Vous devez recenser l'ensemble de vos coûts et les valoriser. Bien entendu, si je dis les coûts, c'est les coûts du projet que vous voulez mener. Cela peut commencer depuis ce qu'on appelle les frais d'établissement. C'est l'ensemble de vos frais que vous engagez pour la bonne réussite du projet. Je pense à vos études, aux frais d'études que vous avez eu à dépenser, les frais de matérialisation de vos garanties éventuellement lorsque vous aurez le financement, il faut l'esquisser dès maintenant, de vos intérêts intercalaires que vous devez également payer, de tout ce qui est frais immatériels que vous avez eu à payer avant effectivement de démarrer le projet. L'autre chose, c'est qu'il faut valoriser le coût de vos bâtiments, de la construction, s'il y a construction dans les volets du projet. Vous devez également mettre dans ce coût détaillé tous les éléments qui sont relatifs aux équipements à acquérir. Parce que Dieu seul sait qu'il y a, en général, lorsqu'il s'agit de projets industriels, beaucoup de composantes à acquérir au plan national ou bien au plan international. L'origine
peut dépendre de différents fournisseurs, que ce soit des fournisseurs installés ici dans le pays, ça peut être dans la zone UEMOA, ça peut être dans d'autres zones, mais là, le fournisseur et le promoteur du projet ne sont pas dans le même pays. Vous pouvez avoir également le matériel de bureau, le mobilier de bureau. Vous pouvez avoir également des composantes telles que le besoin en fonds de roulement, qu'il faudra bien également analyser et déterminer, mais également ce qu'on appelle les imprévus. Parce que vous savez, on est dans le domaine de la prévision. Et dans le domaine de la prévision, il faut toujours prévoir des imprévus. Et souvent, en général, ça peut être 5% de certaines composantes du projet à définir qui peuvent avoir des fluctuations de prix d'acquisition. Ce qui est important à préciser à ce stade aussi, c'est que le coût des investissements, détaillé bien entendu, il peut être un coût hors taxe, comme il peut être également un coût TTC. Parce qu'il arrive que, vu l'importance de votre projet, que le gouvernement décide de vous accorder des exonérations d'impôts, de taxes, de droits de douane, ça dépend des pays. Mais en tout état de cause, même si vous avez des taxes à payer, il faudra toujours prévoir une colonne pour le coût hors taxe, une colonne pour les taxes et une colonne pour le TTC. Bien entendu, dans l'analyse que vous aurez à faire, vous allez voir que le coût hors taxe, c'est ce qu'il faut retenir pour le calcul de votre rentabilité. C'est un peu technique, mais c'est pourquoi je souhaiterais que cette présente session soit analysée par vous, directeurs généraux, mais accompagné de vos directeurs administratifs et financiers, parce que je sais qu'en général, les rudiments comptables, les rudiments financiers, c'est eux qui les ont en général. Donc, lorsque vous menez l'analyse, vous avez besoin de ce qu'on appelle le coût hors taxe. Maintenant, vous déterminez le coût TTC, c'est-à-dire en intégrant les taxes, pour une raison très simple, parce que vous devez gérer un volet trésorerie, vous devez gérer un volet budget qui doit en même temps faire face donc à l'acquisition des composantes hors taxes, mais également des taxes à payer à l'administration. Je disais qu'il y a une partie qui est importante, c'est le besoin en fonds de roulement. Là aussi, comme c'est une composante, mais c'est une composante importante. Parce que je vous disais que si vous n'arrivez pas à sécuriser ce besoin en fonds de roulement, c'est ce qui explique souvent que des projets aient été financés, mais qu'après ne puissent pas démarrer parce qu'il n'y a pas de matière première, parce que très tôt il y a un problème de consommable, parce qu'il y a d'autres volets qui n'avaient pas été suffisamment prévus pour pouvoir effectivement démarrer le projet. Donc, retenons qu'à ce stade, il faut déterminer le coût hors taxe, mais également le coût toute taxe comprise du projet, ce qui devrait permettre de cerner l'enveloppe dont vous avez besoin. On verra après ce qu'on appelle le plan de financement, et ça c'est dans notre dernière session. Vous avez bien déterminé vos coûts, maintenant il faudrait qu'on essaie d'examiner la rentabilité. Mais pour ça, vous avez besoin d'abord d'un compte d'exploitation. Ce n'est pas sorcier comme on le dit. Il faut simplement déterminer vos recettes prévisionnelles. En général, vous pouvez le faire sur 10 ans, sur les 10 prochaines années. Vous savez très bien qu'il est extrêmement difficile de prévoir sur les 10 prochaines années. Mais c'est un exercice d'analyse prospective qui vous permet déjà de pouvoir maîtriser
un tant soit peu l'évolution de vos produits sur les prochaines années. Les bailleurs de fonds, et ça je crois que c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir, font en général leurs prévisions en francs constants. Cela veut dire que ils éliminent tout ce qui est inflation dans l'appréciation des prévisions financières du projet. Donc, en francs constants, mais avec, je vous l'avais dit la dernière fois, ce qu'on appelle une période de croisière. Parce que lorsque vous avez une unité de production que vous avez acquise, cette unité ne va pas tout de suite produire ses 100% de capacité. Il faut une montée en croisière. Et après, la croisière peut arriver à la 3e, voire la 4e année. Ça dépend du process. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à préciser. Donc, sur 10 ans, maintenant, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos recettes, vous les déterminez en fonction de l'évolution passée de vos activités, de la perspective que vous avez concernant les prix, bien entendu, en tenant compte également des contrats que vous avez, que vous devez satisfaire, puisque c'est des commandes et ce sont des sources effectivement de chiffre d'affaires et de recettes. À côté de ce chiffre d'affaires, vous devez naturellement estimer vos coûts, vos charges, comme on les dit en comptabilité. Les charges, toutes les charges de manière exhaustive, vos achats de matières premières, vos frais également en matière de transport, les autres services consommés, les charges et pertes diverses. Vous avez également les frais de personnel. Vous avez les impôts à payer également à l'administration, sans compter également les frais financiers et les dotations aux amortissements pour tenir compte du vieillissement de vos immobilisations amortissables. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur 2 éléments à ce stade-là. C'est d'abord le fait qu'il faudrait tout faire pour connaître les normes de votre secteur, afin de ne pas sous-estimer ces charges-là, mais aussi de ne pas les surestimer. L'autre élément, c'est qu'il arrive que dans certains projets, que des expatriés occidentaux viennent proposer leurs services. Mais en général, ils viennent avec des propositions trop coûteuses pour l'entreprise. Ils peuvent même aller jusqu'à demander un pourcentage trop important de ce qu'on appelle l'excédent prix d'exploitation, la richesse que vous avez créée, les ressources que vous avez créées, que vous avez générées. En ce moment-là, il faudra très bien négocier le pour et le contre, parce que vous ne pouvez pas payer 20 à 30% de votre excédent brut d'exploitation et ressortir bénéficiaire par rapport à vos prévisions financières. Voilà les 2 éléments sur lesquels je voudrais insister. Mais il y a un autre élément qui n'est pas moins important, c'est ce qu'on appelle le coût actuariel du projet. Ce que j'appelle le coût actuariel des emprunts, c'est qu'on a l'habitude souvent de penser que le taux d'intérêt nominal auquel la banque nous prête est effectivement notre charge financière. Or, pour pousser l'analyse, il faut toujours aller jusqu'à déterminer le coût actuariel de vos emprunts, qui puisse tenir compte de des 10 ans dont j'ai fait allusion tout à l'heure, mais également de ce qu'on appelle vos possibilités d'économie d'impôt. C'est en actualisant ces différents flux que vous pouvez avoir un taux actuariel qui seul peut être comparé à votre taux de rentabilité interne pour savoir si votre projet est rentable ou pas.
Donc, vos produits et vos charges vous permettront de déterminer ce qu'on appelle un compte d'exploitation prévisionnel. Ensuite, il faudra déterminer ce qu'on appelle un tableau de financement ou un tableau d'emploi ressources. C'est ce tableau d'emploi ressources qui permettra de voir si votre cash flow net dégagé, bien entendu en réintégrant vos amortissements, mais également en réintégrant vos intérêts. Donc, ce cash flow net, je dis, vous permettra de déterminer ce qu'on appelle vos ressources pour pouvoir effectivement calculer votre trésorerie nette. Je vais reprendre cet élément parce que c'est tellement important. Donc, je disais simplement que pour la trésorerie, vous avez besoin de déterminer un cash flow net. Et ce cash flow net, vous prenez votre bénéfice chaque année et vous allez ajouter ce qu'on appelle vos amortissements pour pouvoir trouver votre cash flow net. Et c'est ce cash flow net-là, lorsque vous allez diminuer l'ensemble de vos charges, de vos dépenses, notamment par exemple les immobilisations à financer, lorsque vous allez diminuer également tout ce qui est remboursement du principal de votre emprunt, mais également de la variation de votre besoin en fonds de roulement, mais également de vos réinvestissements en immobilisation, que vous allez trouver votre trésorerie nette. Maintenant, lorsque vous voulez calculer votre taux de rentabilité interne, là, effectivement, vous prenez votre cash flow brut. C'est très important à préciser cette différence entre le cash flow brut et le cash flow net. Et le cash flow brut, vous rajoutez à votre résultat net tout ce qui est dotation aux amortissements, mais également vous allez rajouter également vos frais financiers. Alors, donc vous avez calculé votre compte d'exploitation, il faut aller votre tableau d'emploi ressources, j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut aller vers le calcul de la rentabilité pour voir si vous êtes rentable ou pas. Cette rentabilité, elle est calculée sur cette période de 10 ans grâce à des actualisations. Et en ce qui concerne le taux de rentabilité interne, qui est le principal indicateur qu'utilisent les bailleurs de fonds, en général, c'est un taux qu'il faut comparer à votre coût actuariel, comme je le disais tout à l'heure, de vos emprunts. Si vous avez un taux de rentabilité interne qui est de 10% par exemple, et que votre coût actuariel de financement est de 11%, sachez que votre projet n'est pas intéressant. Si votre taux de rentabilité interne est de 18% et que votre coût actuariel d'emprunt est de 12 voire 13%, sachez qu'effectivement, vous avez un projet qui est effectivement rentable financièrement. Vous avez donc ce taux de rentabilité interne à calculer. Vous devez également calculer la rentabilité de vos fonds propres pour voir si ce que vous avez mis au départ est rentable par rapport à vos perspectives de bénéfices et de cash flow. Et vous devez également calculer la rentabilité de vos actionnaires qui vont venir vous appuyer, mais qui auront besoin, bien entendu, de dividendes pour pouvoir conforter leur mise de départ. Une fois que cette rentabilité est calculée, les bailleurs de fonds du développement voient maintenant l'aspect seuil de rentabilité également, qui est un aspect important, ou point mort, en se disant à partir de quel niveau de chiffre d'affaires j'arrive à équilibrer mes charges et mes dépenses, et mes charges et mes produits. Alors, maintenant à côté de ça, vous avez, une fois que vous avez calculé votre rentabilité financière, vous allez maintenant commencer à calculer, à
analyser ce qu'on appelle vos risques. Et les risques, mais avant les risques, vous avez ce qu'on appelle les tests de sensibilité. Parce qu'il peut y arriver qu'une petite variante de prix, une variation également dans vos perspectives d'écoulement de votre produit sur le marché arrive à mettre une baisse de votre taux de rentabilité. Il faut le calculer et c'est ce qu'on appelle les tests de sensibilité. Pour voir votre projet, il est sensible à quel facteur pour vous permettre de bien maîtriser ce facteur-là. Une fois que vous aurez fait tout ça, maintenant, il faut analyser les risques. Quels sont les risques éventuels qui peuvent faire en sorte que mon projet n'avance pas? Cette analyse des risques, il faut toujours rappeler votre diagramme SWOT, tel qu'on l'avait dit depuis le départ, c'est-à-dire quelles sont les forces, les menaces et les opportunités de l'environnement et quelles sont également les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et vous pouvez le faire maintenant parce qu'on a passé en revue l'ensemble des éléments qu'il faut analyser. Maintenant, il ne vous reste qu'à faire un petit diagramme en disant voilà mes menaces à droite, voilà également mes opportunités à gauche et en bas, voilà mes forces et voilà mes faiblesses. Ça vous permet de voir quels sont aujourd'hui les paramètres du projet. Et c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir échanger sur les risques du projet. Quels sont mes risques? Et en général, il y a deux types de risques. C'est les risques commerciaux, mais également les risques techniques. Imaginez que vous puissiez développer un projet et que par hasard, malheureusement, du jour au lendemain, les prix de vente baissent de 40%. Naturellement, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser votre exploitation. Ça, il faut analyser les possibilités que ce risque-là puisse survenir et y donner des éléments d'atténuation par rapport à toute l'étude que nous avons eu à faire depuis le début du séminaire, en disant par exemple que non, les prix ne peuvent pas baisser parce qu'ils ont suffisamment baissé, qu'ils sont actuellement à des niveaux historiquement bas et que la demande ne peut que reprendre. Vous pouvez également, pourquoi pas, justifier cette évolution probable des prix, d'évolution des prix à la baisse par le fait que la demande étant très soutenue dans tel pays d'importation que les prix ne peuvent pas baisser. Ce risque peut être également dû au fait que votre production n'arrive pas à être écoulée correctement parce qu'il y a des contraintes exogènes qu'il faut analyser. Et enfin, les risques techniques, c'est des risques également qui peuvent survenir en cas de panne d'une machine, par exemple, au cas où la matière première n'est pas disponible. Mais là, c'est là où je vous disais la dernière fois, il faut bien analyser cet aspect approvisionnement en matière première pour être sûr que le problème ne va pas se poser. Et enfin, dans cette partie, il faudra traiter la question relative à l'environnement du projet. Parce que vous savez que de plus en plus de bailleurs de fonds insistent sur le fait que la question environnementale doit être prise en compte dans l'analyse du projet. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique de protection de l'environnement au niveau mondial. Et c'est là où vous devez prendre un expert spécialisé dans l'environnement pour qu'il vous fasse ce qu'on appelle une étude environnementale en relation avec les autorités des pays concernés, de chaque pays effectivement où vous êtes, parce que chaque pays a son dispositif également avec ses termes de référence. Mais ce qui est important, c'est que cette étude-là doit réellement mettre l'accent sur ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale qui définit l'ensemble des mesures que votre projet se doit de prendre afin d'atténuer les éventuels effets sur l'environnement que pourrait générer votre projet. On arrive à la fin
de cette session qui a été beaucoup plus longue que les autres, mais c'est eu égard à l'importance du sujet qu'on se devait de développer. Je vous remercie encore une fois pour l'attention que vous avez bien voulu prêter à ce séminaire et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mercredi pour la dernière session de ce séminaire. Je vous remercie.